5 jours après l'assassinat brutal de l'inspecteur Adrian Donohoe devant la Lordship Credit Union, Dundalk a accueilli des funérailles nationales. Des milliers de policiers ont défilé en silence derrière son cercueil recouvert du drapeau tricolore dans une démonstration d'unité et de défi. Dans l'église Saint-Joseph, son frère Colm a rendu un hommage poignant à un homme toujours souriant, tandis que le père Michael Cusack a condamné le meurtre comme un acte presque satanique et a exhorté ceux qui protégeaient les coupables à parler. Le lendemain, le commissariat de Dundalk reprenait l'enquête. L'inspecteur Mary devait faire face à une forte pression politique. Ministres, commissaires et gradés assistaient aux réunions réclamant des résultats rapides. Mais l'enquête s'annonçait longue. Une récompense de 100 000 € fut mise en place pour inciter les témoins à se manifester. Très vite, les regards se tournèrent vers Aaron Brady et son entourage. Brady, conscient des rumeurs, se présenta volontairement au poste de Dundalk le 5 février, accompagné de son avocat. Il donna une longue déclaration, expliquant notamment sa récente opération de la main droite, censée limiter sa force physique, et détaillant ses déplacements du 25 janvier. Selon lui, il avait passé la soirée avec James Flynn et Brendan Treanor, puis avait rejoint sa petite amie Jessica King. Il affirme avoir appris le meurtre par les informations diffusées chez elle, tard dans la nuit. James Flynn confirma en partie ce récit. Il expliqua avoir conduit Brady et Treanor à divers endroits, notamment au commissariat de Crossmaglen où Treanor devait signer sa caution. Mais Flynn ajouta des détails qui différaient, évoquant par exemple une visite à d'autres amis avant de reprendre Brady plus tard dans la soirée. Treanor, de son côté, soutient qu'il avait été ramené chez lui après avoir signé au poste. Mais une analyse des données téléphoniques révéla que ces appels avaient été captés par plusieurs antennes relais différentes ce soir-là, suggérant qu'il se déplaçait plutôt que de rester chez lui comme il l'affirmait. La vérification de sa caution, qu'il situait vers 22h30, avait en réalité eu lieu à 23h10, ce qui laissait penser qu'il tentait d'arranger sa chronologie. Un quatrième suspect, désigné sous l'initiale MC, fut également entendu. Contrairement aux autres, il refusa de donner beaucoup de détails et parut extrêmement nerveux. Il déclara avoir passé la soirée à Castle Blayney et chez lui, mais son récit ne correspondait pas au contrôle de la Garda installée cette nuit-là. De plus en plus agité, il finit par refuser de signer sa déclaration et quitta le poste avec son père. Malgré les efforts des 3 hommes pour fournir des alibis, les incohérences étaient manifestes. Brady plaçait certains déplacements à des heures contredites par les relevés téléphoniques. Flynn prétendait avoir reçu un appel de son frère bien avant que celui-ci ait eu lieu. Et Treanor semblait avoir tenté de manipuler son emploi du temps. La police constata aussi que Brady avait insisté auprès de Jessica King pour qu'elle le couvre, ce qui affaiblissait encore sa crédibilité. Le 18 février, Aaron Brady fut officiellement désigné comme suspect du meurtre et du braquage, bientôt rejoint par Flynn, Treanor et Monsieur C. Les enquêteurs notèrent aussi que le groupe appartenait à un réseau criminel plus large, impliqué dans le trafic de diesel, les cambriolages et les vols de véhicules. La presse, de son côté, s'empara de l'affaire. Le Sunday World publia en une des photos pixelisées des suspects sous le titre « Recherché ». Brady, furieux d'être ainsi exposé, sentit la pression médiatique et policière s'intensifier. Sa vie quotidienne était désormais surveillée, ses sorties suivies, ses fréquentations notées. À la suite du meurtre et du braquage de la banque, le choc et la révolte étaient palpables à Dundalk, mais aussi dans tout le pays. Adrian Donohoe était le 87e membre de la Garda à être assassiné. La colère était d'autant plus vive que le gouvernement avait réduit les effectifs et fermé plusieurs postes de police. L'inspecteur Mary fut officiellement nommé enquêteur principal, chargé de l'affaire. Des centaines de policiers furent mobilisés, répartis en 14 sections spécialisées dans des tâches variées. Analyse téléphonique, recherche de pièces à conviction, identification de suspects et exploitation de renseignements. Une équipe distincte avait également été constituée pour examiner des crimes connexes dans l'espoir de repérer des schémas ou des modes opératoires similaires. Au commissariat de Dundalk, des réunions d'enquête se tenaient régulièrement pour suivre l'avancée des investigations. Les premiers suspects identifiés furent Aaron Brady et ses complices, mais la liste s'élargit rapidement à 207 personnes. La proximité de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud empêchait d'écarter l'hypothèse d'une implication de républicains dissidents. Dans les semaines suivant le braquage, la police interrogea une cinquantaine de républicains et de criminels connus
afin d'établir leur emploi du temps le soir du meurtre. Beaucoup refusèrent de faire des déclarations officielles, mais fournirent des alibis les excluant de l'affaire. D'autres, moins coopératifs, n'offrirent pas d'éléments crédibles, même si rien ne permettait d'affirmer leur participation au crime. Certains suspects potentiels furent signalés par des citoyens. Ainsi, une femme ayant pris un vol Belfast-Londres le 26 janvier alerta la police au sujet d'un passager au comportement suspect. L'homme, qui parlait avec un fort accent du Sud, téléphonait pour demander s'il pouvait se cacher à Londres quelque temps. Identifié comme un habitant de Newry, il avait déjà fait l'objet d'une intervention policière. Une patrouille, appelée à son domicile, y avait découvert 6 personnes dans le jardin et perçu une forte odeur d'essence. La maison se situait à moins de 20 minutes du lieu où la voiture des braqueurs avait été retrouvée incendiée. Toutefois, les vérifications confirmèrent que cet homme ne se trouvait pas à Dundalk la nuit du meurtre et il fut écarté de l'enquête. Une ligne téléphonique dédiée aux informateurs permit de recueillir de nombreux témoignages. Plusieurs sources citèrent les noms de Brady, Treanor et Flynn, déjà soupçonnés d'autres braquages dans une station-service et un hippodrome. Un informateur assura que les 3 hommes étaient impliqués dans le meurtre d'Adrian Donohoe et que les complices de Brady s'étaient moqués de lui parce qu'il avait laissé tomber son fusil après avoir tiré. Un autre renseignement impliquait Brady dans le vol d'une Jeep contenant un fusil de chasse quelques mois plus tôt, lors d'un cambriolage à Kings Court. Si le véhicule fut restitué à son propriétaire, l'arme, elle, avait disparu. Brady l'aurait conservé plusieurs semaines dans le grenier de sa maison. D'après certaines déclarations, il s'agissait du fusil utilisé pour abattre l'inspecteur Donohoe. Ces informations, bien que reposant souvent sur des ouï-dire et difficilement exploitables en justice, renforcèrent le climat de suspicion autour de Brady et de ses proches, au sein de la communauté frontalière comme dans les milieux criminels. L'inspecteur Mary reconnut qu'il ne pouvait ignorer le volume d'éléments signalant le gang. Par ailleurs, la police apprit que Brady et Flynn restaient de préoccupés par la solidité de leurs alibis et craignaient une arrestation prochaine. Le nom de Treanor apparaissait lui aussi régulièrement dans les renseignements. Une source affirma qu'il avait participé à 3 braquages antérieurs. Plusieurs informateurs soulignèrent qu'il se montrait prudent, notamment dans l'utilisation de son téléphone, et qu'il restait persuadé que les enquêteurs ne pourraient ni le placer sur les lieux le soir du meurtre, ni l'identifier lors de la destruction de preuves. Certains le disaient animé d'une rancune contre le policier tué, tandis qu'une autre source contestait l'idée d'une hostilité personnelle envers l'inspecteur Donohoe ou d'autres enquêteurs. La pression accrue des autorités sur la zone frontalière affectait aussi les trafiquants. En février, la police apprit que des membres de l'IRA menaient leur propre enquête sur le braquage et le meurtre. Selon ces renseignements, Aaron Brady et Brendan Treanor figuraient parmi les principaux suspects. Quelques jours après le crime, la police avertit Treanor qu'il était menacé par des républicains dissidents. Malgré des investigations poussées, aucune trace ADN ne fut retrouvée sur la scène de crime. Les auteurs avaient utilisé des talkie-walkie pour communiquer, évitant ainsi tout trafic téléphonique. Néanmoins, l'analyse des relevés d'appels révéla des éléments déterminants. Les téléphones de Brady, Flynn, Treanor et M.C. montrèrent une activité intense avant et après le braquage, mais un silence total pendant plus de 2 heures au moment précis du cambriolage et du meurtre. Treanor tenta de joindre Brady à 8 reprises, sans succès, avant que son appareil ne s'éteigne. Ce silence coordonné prit fin plus d'1 heure après le crime. Les enquêteurs analysèrent aussi le téléphone de la petite amie de Brady. Quelques jours avant le braquage, il lui avait écrit qu'il allait recevoir une somme importante sans préciser son origine. D'autres messages, effacés par la jeune femme, révélèrent que Brady avait menti à la police au sujet de ses déplacements la nuit du meurtre.